Bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? Ça marche? Plus fort? Donc, bienvenue à la session Vivre au quotidien avec une MHC rare. Donc là, c'est la session jeune. Donc tout le monde est dans la bonne salle. Du coup, on va commencer par la présentation des intervenants et l'introduction du thème. Peut-être d'abord une petite slide sur les consignes avant la présentation. Donc on va passer, voilà, celle-là. Donc on est tous là pour parler ensemble. On ne juge pas les autres. Chacun a le droit de s'exprimer. Par contre, on ne monopolise pas la parole. Chacun s'écoute. Les téléphones sont tous en mode avion. Et on respecte le temps imparti. On essaie de respecter le temps pour pouvoir après enchaîner les autres activités. Donc nous sommes deux modérateurs. Donc moi, c'est Muriel Lebihan. Je suis responsable de la commission parents de jeunes enfants. Donc je vais laisser chacun se présenter, si vous le voulez bien. Oui. Alors bonjour à tous, moi je suis Jérémy Grèce, je suis bénévole depuis cette année à la FH dans le national avec la commission jeunes adultes. Carole Poirel, je suis la maman d'un adolescent hémophile A sévère de 17 ans. Je suis en région PACA Sud et également PPR. Bonjour, Sandrine Meunier, pédiatre sur Lyon. Bonjour, Clara Fortin, membre de la commission femmes et de l'activité physique, et c'est déjà pas mal. Bonjour, Benoît Gardinal, papa d'un petit hémophile A sévère, parent ressources, et je fais aussi partie de la commission activité physique et sportive. Bonjour, Audrey Auchin, je suis pédiatre ici à Lille. Bienvenue chez nous, chez les Ch'tis. Bonjour à tous, moi c'est Élise Ricada, je suis psychologue clinicienne et je suis aussi maman d'un garçon de 18 ans qui est hémophile A mineur. Bonjour à tous, Paul Arnoux, qui suis-je donc, une heure seulement. Donc je suis le papa d'un petit garçon qui est atteint d'une hémophilie A sévère. Je suis responsable de la commission activité physique et je suis PPR. Voilà. Donc là, on a fait la présentation des intervenants et l'introduction du thème, en fait. Donc on va pouvoir passer directement au premier thème. Donc ça, on l'a fait. Donc sur la partie traitement, innovation thérapeutique, choix thérapeutique, aide à la prise de la décision partagée, on n'a pas fait en fait de cas vraiment cas théoriques, on a pris des cas pratiques. Donc on va afficher les cas en fait et après chaque intervenant peut répondre en fonction de ses réponses et de ses affinités avec le thème. Donc on peut prendre le premier. Donc le premier, c'est le cas d'Arnaud qui a 13 mois, premier enfant d'un jeune couple sans antécédents particuliers, très sportif et voyageur. Le diagnostic d'hémophilie A sévère vient d'être fait suite à une hémarthrose du genou gauche et après bien des examens et des prises de sang. Suite à la première rencontre avec l'équipe du CRC, on propose à la famille la mise en place d'un traitement préventif afin de préserver les articulations d'Arnaud, mais il y a plusieurs options. Donc les questions qui se posent sont comment faire son choix. Les parents d'Arnaud veulent le meilleur traitement, comment les aider? Je vais peut-être juste expliquer ce qu'on avait prévu en fait. C'était vraiment de discuter à partir de cas cliniques, de voir le point de vue du patient, du parent et le point de vue médical et essayer d'en faire une synthèse. Et vous êtes tous la possibilité d'intervenir ou soit maintenant, soit à la fin, je ne sais plus, en fonction. Donc, peut-être, oui, les parents en premier. Ça fonctionne. Alors, pour avoir vécu cette exacte même situation, à peu de choses près, il y a maintenant 3 ans et quelques, voilà, la première réaction, ce serait de dire qu'on a grandement besoin d'informations. De pédagogie de la part des médecins parce que concrètement on est dans une situation où on est perdu, tout est nouveau, donc voilà, prendre le temps de comprendre ce qui nous arrive si c'est possible et d'avoir un discours et une discussion avec les médecins qui vont nous accompagner à faire ce choix.
j'ai souvenir, alors c'est compliqué puisque dans le privé, c'est le docteur Meunier qui suit notre fils, donc je ne pourrais pas critiquer, même si je n'ai rien à dire. Voilà. Non, mais plus sérieusement, le souvenir que j'ai qui était très agréable, c'est que tout était une possibilité et rien n'était imposé. Et on a parlé beaucoup de décisions partagées, mais je crois que ça commence à ce moment-là. Et pour le patient et les parents, puisque c'est quand même, là, à cet âge-là, c'est globalement les parents qui vont prendre les décisions pour encore quelques années. C'est de créer cette relation de confiance qui va permettre de prendre des décisions. Et je crois que beaucoup de choses se passent aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est une relation qui va se créer pour de nombreuses années, avec l'équipe médicale, avec le médecin, mais aussi les infirmières qui vont avoir un rôle hyper important dans notre vie, une partie de notre vie. Donc voilà, c'est cette fameuse décision partagée, c'est à ce moment-là qu'elle se construit, et la relation de confiance qui va, si possible, rythmer les prochains mois, en tout cas peut-être années. Voilà. 1, 2. Ouais. Ouais, donc je suis tout à fait d'accord avec Paul. Effectivement, c'est l'aide à la décision partagée qui est vraiment très importante à cette étape-là. Avoir un maximum d'informations, etc. Aussi bien comprendre les mécanismes du coup de la pathologie et comment fonctionnent ces traitements-là. Parce qu'effectivement, c'est pas du tout les mêmes contraintes suivant les traitements. Entre une intraveineuse, une sous-cutanée, plusieurs fois par semaine, ou une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours. C'est des contraintes qui sont tout autres, en tout cas au début, parce que un enfant de 13 mois, effectivement, ça peut être compliqué de faire une intraveineuse seule à la maison. Il y a plein de parents qui peuvent ne pas s'en sentir capables au début, alors qu'une sous-cutanée, déjà, c'est beaucoup plus facile. Voilà, il y a tout ça qui est à prendre en compte. Et je pense aussi que chaque hémophile, parce que là on parle de l'hémophilie sévère dans cette diapositive, va saigner et va réagir de manière différente. Et du coup, ça aussi, ça doit être pris en compte, parce qu'il y a des hémophiles A sévères qui n'auront jamais fait d'hémarthrose à cet âge-là, et d'autres qui en auront fait une voire plusieurs. Donc je pense que c'est aussi je trouve plus mes mots, que c'est aussi voilà, un aspect très important à prendre en compte pour cette décision-là. Rajouter, ouais, ça fonctionne, que souvent, on a une vision de ce que peuvent nous dire les médecins, ou peut-être parfois un petit peu verticale. On a tendance à prendre ce qu'ils peuvent dire pour être une vérité absolue, et je crois qu'il est de la responsabilité des médecins, surtout dans ces pathologies-là, de dire qu'ils ne savent pas tout, qu'ils n'ont pas toutes les réponses, et que ce n'est pas, voilà, il n'y a pas de science exacte. Et c'est aussi à ce moment-là que se construit cette compréhension que le patient a son mot à dire dans les choix et dans le meilleur choix pour l'enfant et pour la famille. Moi, je voudrais intervenir sur le type de produit. Alors, en ce qui concerne mon expérience, en 2005-2006, on avait moins de choix qu'à l'heure actuelle. Parce que vous êtes de jeunes papas, je pense que je suis une maman un peu plus âgée. Et donc, on avait le choix entre un produit plasmatique et un produit recombiné. Et finalement, le choix était relativement limité. Et après les interventions de ce matin du professeur Dargaud notamment, on a vu que des innovations thérapeutiques allaient encore élargir le panel des traitements des produits. Et c'est vrai que la décision partagée, je pense, la discussion, les échanges vont être encore plus importants peut-être qu'auparavant. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. En fait, parce que là c'est la question vraiment aussi du diagnostic. Comment, en tant que parent, surtout quand il n'y a pas d'hémophile
dans l'hérédité, comment on peut prendre cette nouvelle. Je pense que c'est vraiment important de se dire que, en fait, il y a besoin de temps et que la temporalité, elle n'est pas définie médicalement. Quand c'est une espèce de nouvelle qui nous tombe comme ça, il faut avoir le temps de la traduire. Et j'insiste sur ce terme parce que je pense que dans l'idée de communiquer, de mettre en place des décisions partagées, de pouvoir vraiment discuter, de mettre en place une communication un peu circulaire avec les soignants en tant que parents, comme étant un membre qui va aider à prendre soin, chacun va aider à prendre soin de l'enfant. Je pense que ce terme de traduire, il revient pas assez souvent, mais il faut vraiment qu'on ait le temps de traduire, nous les parents, le discours médical, les informations médicales, de les faire nôtres. Psychiquement, c'est un temps qui peut être parfois, pour certaines familles, ça peut prendre une semaine, parfois des mois, et autant de temps qu'il faudra, les médecins pourront répéter, et autant de temps qu'il faudra, les parents pourront avoir besoin de poser des questions, etc. Et moi, ça, je l'ai vraiment vécu, et notamment par rapport aux produits aussi. En tant que maman, je me souviens que j'y comprenais mais rien. En fait, c'est comme si on me parlait chinois, alors que j'essayais de me concentrer et tout ça. Et j'ai mis, je ne sais pas pourquoi, un jour, ça y est, j'ai compris. Et je me suis dit, bon, ok, voilà. Mais vous voyez, c'est pas une histoire d'intelligence ou quoi. Je pense que c'est en lien vraiment avec tout le travail psychique qui est mobilisé pour accepter, traduire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire de faire rentrer cette pathologie dans notre économie familiale et relationnelle, en fait. Je ne vais pas avoir grand-chose de plus à dire. Je crois que tout a été dit. Je pense qu'en effet, la vignette là illustrait bien la difficulté du diagnostic quand il n'y a rien de connu avant, notamment, parce que c'est la nouveauté, non seulement du diagnostic, mais toute la prise en charge. Et que pendant longtemps, on a dit aux patients, vous allez prendre ça, et voilà, j'ai décidé, c'est tel médicament, comme ça, on va le faire. Et qu'aujourd'hui, parce que l'offre de soins s'est élargie aussi, parce qu'on s'est amélioré aussi, on a possibilité de prendre justement ce temps-là, mais qui n'est pas utile que aux patients. Je pense qu'il est utile aux soignants pour connaître l'environnement de vie du patient qu'on a en face de soi, parce que tous les patients sont différents. L'environnement familial, les contraintes familiales, les envies. C'est pas anodin si on a marqué que c'était des gens qui voyageaient. On sort de l'atelier voyage, mais voilà, ça veut dire qu'il y a une rupture dans les projets potentiels et il va falloir retravailler à les mettre en place et à travailler dessus. Et donc, je crois que sur le plan médical, c'est important de dire, nous, on est là, pour l'instant, on va assurer l'urgence. C'est-à-dire que là, s'il se passe quelque chose, on saura ce qu'il faut faire et on se laisse le temps de décider ce qu'on va mettre en place pour la prévention, pour la prophylaxie, puisqu'on sait que pour l'instant, quel que soit le produit qu'on utilise, on reste avec de la prophylaxie quand c'est une forme sévère comme cela, pour préserver les articulations. Mais et ouais, je crois que le résumé là sur cette vignette-là, c'est le temps et le partage. Enfin, je pense qu'Audrey sera à peu près... Effectivement, il y a l'urgence à traiter éventuellement s'il y en a une, mais sinon, c'est pas forcément le jour du diagnostic où il y a déjà l'annonce qu'il faut choisir le traitement. C'est assez illusoire. On ne peut pas, sur une même consultation, annoncer le diagnostic et expliquer les traitements en dehors d'un cas effectivement urgent où parfois on n'a pas le choix. Il faut mettre en place un traitement et on sait que celui qu'on va mettre pour l'urgence, on va probablement le continuer pour la prophylaxie. Mais sinon, le temps d'apprendre à se connaître, même si on se revoit très très peu de temps après, évidemment, on ne va pas attendre 3 mois entre les 2 consultations, mais essayer d'apprendre à se connaître, voir aussi où habitent les parents. Est-ce que potentiellement un jour, ils ont envie de faire les injections eux-mêmes ou jamais de la vie, qu'elles soient intraveineuses ou sous-cutanées? Est-ce qu'ils habitent près ou loin d'un hôpital qui a de la pédiatrie, éventuellement pour faire les injections, ou dans leur centre, parce que tous les centres ne font pas d'injections dans le service, voir un peu, prendre un petit peu de temps en dehors de l'urgence pour d'abord encaisser l'annonce, pouvoir y réfléchir, décanter, se revoir. Les questions viennent toujours après et pouvoir y répondre un peu plus à froid. Merci beaucoup. Ah, pardon, Thomas. Non, oui, j'avais une question. Donc c'est Thomas, je suis Thomas Assagnier. Et je me demandais dans quelle mesure, au fond, vos représentations en tant que soignants venaient rencontrer, comment on faisait se rencontrer des représentants de soignants, des soignants qui ont des représentations sur la personne qui vient qu'on ne connaît pas, fondamentalement, et la représentation que peuvent avoir des parents
sur la maladie et ces peurs-là. Et comment ça se décantait? Alors vous avez répondu sur la partie, si tout de suite il faut entamer un traitement, et donc là la prise de décision partagée, elle est réduite au maximum, parce que d'une certaine manière vous imposez presque un traitement. Alors les gens peuvent dire non, mais d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'il y a de pire, hein, mais voilà. Quoi. Mais en revanche, quand on n'est pas dans cette obligation-là, qu'est-ce qu'on fait au fond et comment on se prépare ou comment on aide les parents à se préparer, j'allais dire, à travailler ces représentations rapidement ou je ne sais pas s'il faut rapidement, mais parce qu'on a l'idée de ce que c'est potentiellement l'hémophilie. Et vous avez une idée des gens que vous avez devant en face de vous, la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils interagissent entre eux, la manière dont ils se comportent vis-à-vis de l'enfant, etc., etc. Comment vous démêlez tout ça pour faire de la prise de décision partagée? Alors, je vais faire ma partie médicale. Je pense qu'avec les années, on apprend à ne pas se fier à ce qu'on voit au premier abord, et on apprend à écouter en premier lieu. Et la première consultation, alors la première d'annonce comme ça sur un accident hémorragique, c'est sûrement pas la bonne où on va prendre le temps les uns et les autres. C'est au moins de pouvoir dire aux gens, là je vous dis plein de choses, là vous les enregistrez pas, mais on va se revoir à un temps calme et on va pouvoir décanter tout ça et on sera là pour vous réexpliquer tout ça et vous aider. Je pense que c'est ce temps-là qui, au départ, et puis après, faut laisser le temps. C'est-à-dire que, il faut pas. Alors c'est compliqué dans le système médical actuel et hospitalier. Quand vous passez 2h30 avec un nouveau diagnostic, le comptable de l'hôpital, il n'aime pas beaucoup les 23 € qu'il reçoit pour payer votre salaire à la fin du mois pour les 2h30 passées avec un patient. Vous avez intérêt à le justifier derrière, mais c'est comme ça. C'est important, c'est pas des choses qu'on peut faire. Le diagnostic initial, en tous les cas, la première approche, elle doit nécessiter du temps. Et des fois, c'est une consultation, des fois, c'est 2, des fois, c'est 3. Des fois, au bout de 2 ans, vous avez l'impression d'être toujours au même stade et c'est pas grave, vous recommencez. Mais je sais pas s'il y a des règles. Je pense que c'est très individu dépendant aussi. Est-ce que vous êtes formé à cette dimension psychologique? Alors, on va revenir à la fin Enfin, j'ai pas vu toute la plénière, mais je suis arrivée à la fin de la plénière de ce matin. On va revenir à ce qui était évoqué ce matin. Je pense... Alors, je commence à être un peu âgée, donc mes études remontent loin. Donc non, on n'était pas formés du tout. Vaguement à l'annonce diagnostique, mais parce qu'on a un cours qui dit une annonce diagnostique, ça s'arrête là. Je pense qu'aujourd'hui, les choses progressent. Je pense qu'il y a des cours qui se font sur l'annonce qu'ils appellent grave. Alors, ça a été beaucoup le cancer qui a beaucoup travaillé ça. Et ce qui a été présenté ce matin avec Thomas et Benoît, je pense que c'est vrai que de faire rentrer les patients... de rencontrer le patient avant d'arriver sur le terrain en tant que professionnel, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour avoir cette sensibilité-là. Après, on est des êtres humains. Vous tomberez toujours sur un médecin qui ne sait pas prendre le temps, qui ne sait pas écouter. Et ça, il aura beau avoir tous les cours que vous voulez. C'est vrai, comme vous avez des patients qui n'écouteront jamais tout ce que le médecin en face de lui veut lui dire. Moi, je suis un petit peu moins âgée que Sandrine, mais pour autant, il n'y avait effectivement aucun cours sur l'annonce diagnostique. Mais finalement, je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Et le médecin comme le patient, finalement, pour les deux, c'est quelque chose où il n'est pas préparé. Le médecin n'a pas eu cours là-dessus, même si on essaye de faire mieux maintenant. Et le patient n'est pas du tout préparé à avoir une annonce de maladie hémorragique. Donc finalement, il y a les deux. Il faut ensuite un deuxième temps. Et puis, ce que vous disiez, comment on apprend à cerner, en fait, en tout cas, pour ma part, mon ressenti, c'est que les patients verbalisent très bien, enfin les familles, en l'occurrence là, à 13 mois, rapidement leurs inquiétudes, leur vision de l'hémophilie. Souvent, là je dis l'hémophilie parce que c'est un hémophile sévère, mais souvent ce qui viennent, c'est robinet, marre de sang,
les images de la maladie, ils les verbalisent assez vite. Leurs inquiétudes, ils les verbalisent assez vite. À l'inverse, il y a des inquiétudes qu'ils ne connaissent pas, et ça, c'est à nous de malheureusement leur évoquer. Leur quotidien, ils l'expliquent aussi assez vite. Combien il y a de frères et sœurs, où est-ce qu'ils travaillent, est-ce que leur emploi du temps sera compatible avec de la gestion. Globalement, c'est des choses qui se discutent quand même facilement une fois le choc passé. En tout cas, je trouve que les familles nous expliquent bien leurs contraintes, leurs attentes, et c'est comme ça qu'on arrive à voir pour un enfant quel sera le meilleur traitement, pour lui en particulier. Je peux donner un exemple, par exemple, de représentation pas seulement sur le diagnostic et voilà, ces histoires de hémophilie, voilà, c'est tout de suite du sang partout et tout ça. Mais par exemple, moi, je me souviens très bien que donc nous, c'était pas un hémophile sévère, mais quand on nous a annoncé ça, il avait 9 mois, notre fils, c'était en 2005 aussi. Et là, l'hématologue, qui était vraiment une femme très très chouette qu'on voit toujours d'ailleurs, nous dit bon bah ça va être à vous maintenant d'évaluer s'il faut l'emmener à l'hôpital ou pas, parce qu'il n'y a pas de prophylaxie systématique, mais donc quand il va se blesser, il va falloir que vous évaluiez. Et ben, pour reprendre le terme de représentation dont parlait Thomas, vous voyez, moi, ça c'est un truc, pourtant c'est mon boulot d'aider à fabriquer des représentations. Et ben, j'ai mis beaucoup de temps à me représenter pour moi. Qu'est-ce que ça voulait dire? La limite où je me disais, bon là, il faut aller à l'hôpital. Là, je considère que soit ça m'inquiète trop, et même si c'est pas grave, j'y vais. Soit, vous voyez, et évidemment, c'était pas les mêmes représentations qu'avec son papa, donc des fois on n'était pas d'accord. Voilà. Et ça, c'était très angoissant. Et j'ai pu lui dire à cet hématologue, j'ai pu lui dire, mais au fond, en fait, quand vous me dites ça, moi, ça me plonge dans des espèces de voilà. Et donc c'est pas juste sur la maladie. Bon, après, on pourrait parler longuement de qu'est-ce que ça fait un diagnostic aussi à une famille. Aux représentations de la famille, de la filiation, tout ça. Il y a des milliards de choses à dire psychiquement là-dessus, mais bon, on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Mais voilà. Merci beaucoup pour la conclusion. Il y aura un temps de questions qui est prévu assez important à la fin des slides, donc gardez vos questions si vous voulez bien. On va essayer d'avancer pour continuer à voir un petit peu tous les cas. Je vais laisser du coup le deuxième cas. Donc là, on va attaquer la deuxième situation. Donc on va un peu avancer dans le temps et on va partir sur un exemple où John a 17 ans et il est en terminale. Et après son baccalauréat, il souhaite partir dans une autre région pour ses études. Et il est toujours en prophylaxie avec du facteur 9. Son injection, c'est une routine d'injection à 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, avant son entraînement de tennis. Donc Nathalie, IDE, vient à la maison pendant sa tournée et au CRC, le médecin et les IDE ont évoqué le départ dans une autre région. Donc on va un peu traiter les questions en ce moment, donc comment apprendre, les changements de traitement et comment John peut-il envisager sereinement de partir dans une autre région. Est-ce que c'est pas toi le mieux placé pour Alors moi j'ai changé, mais pas de région, donc non. Après, je suis pas vraiment là-dedans, je pense. Alors oui, je suis un peu dedans, mais à cause de mes études, j'ai quitté le nid familial et je suis parti à Annecy tout seul. Et donc c'est une organisation, vu que j'étais très aux autonomes dès le début, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai commencé très tôt à m'autogérer, donc à l'âge de 6 ans, donc je savais déjà me piquer tout seul. Donc ça n'a pas été vraiment un gros problème pour de partir et de continuer mon traitement. C'est vrai que ça ne représente pas tout le monde, ça. J'en suis conscient. Mais donc c'est vrai qu'après c'est au cas par cas. Je pense qu'après à 17 ans, je pense que ça sera avec les médecins qui en parleront, mais l'autotraitement c'est bien avant et je pense qu'à 17 ans on commence à être assez mature du coup pour partir sereinement tout seul. Oui, en fait l'idée c'était de voir l'anticipation en fait, c'est que en fonction, du point de vue du médecin en tous les cas. C'est sûr que moi, un de mes patients qui me dit ben voilà, je vais faire des études, la seule école que j'ai trouvée, elle est à 300 km. Il a son infirmière habituellement. Spontanément, je vais lui dire et je pense pas que c'est le moment d'apprendre à être un petit peu autonome ou est-ce qu'on peut réfléchir à ce qui pourrait t'aider à ce que ça se passe bien. Alors, il y a des années en arrière, c'était plutôt d'apprendre directement l'autotraitement. Aujourd'hui, avec l'offre de médicaments, est-ce qu'on doit réfléchir à changer de traitement ?
de prendre le temps à la consultation de qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu es prêt à modifier tes habitudes pour partir, et oui, dans quelles limites, jusqu'où tu es prêt à changer. Mais en tous les cas, ce sera important de ne pas décider ça au mois d'août, quoi, pour la rentrée de septembre, parce que ça sera compliqué. Quoiqu'il y a des infirmières très compétentes partout, hein, dans toutes les régions, il n'y a pas de souci. Mais on est beaucoup moins autonome quand on a quitté le nid des parents et qu'on a encore sur le dos une infirmière qui vient faire des injections 2 fois par semaine. Enfin, c'est mon point de vue, mais je ne sais pas si d'autres te partagent. Mais c'était, voilà, quels sont les points qu'il va falloir réfléchir à ce moment-là, quoi. Il y a la question aussi, et c'est un peu une question pour Jérémy, mais de la responsabilisation, puisque on imagine que toute sa famille ne va pas se déplacer avec lui pour aller faire ses études. Donc il va devoir gérer, certainement pour la première fois de sa vie, en solo, sa pathologie. Et j'imagine que c'est un challenge. Et puis, mais il y a le fait je ne suis pas fan du terme adhérence, mais je vais l'utiliser quand même, mais de la fameuse adhérence au traitement. Voilà, j'ai l'impression que c'est une des questions sous-jacentes. Comment expliquer ça? Je sais pas, moi j'ai pas vraiment eu ce gros problème en fait. Je pense qu'en fait, oui j'ai changé d'établissement, oui j'ai quitté le nid familial, mais en fait ça me correspond pas vraiment. Parce que j'ai toujours été très autonome, donc j'ai du mal un peu à m'identifier. En tout cas, c'est peut-être un des warnings à prendre en... Oui, puis je dirais peut-être les parents, enfin je ne sais pas, vous avez peut-être vécu ça ou pas, mais pas encore, pardon. Mais je ne sais pas, en tant que parent, ça doit être un peu stressant, angoissant, enfin il y a plein de choses Enfin, les choses sont réglées, on sait que notre enfant il est protégé, l'infirmière vient, on sait qu'il aura son traitement. Le voir partir ailleurs, on n'a plus la main sur tout ça, même au-delà de la commande de médicaments. Enfin, je ne sais pas si vous vous projetez, Paul. Je fais que ça. Non. Je pourrais être dans le cas du papa qui déménage avec. C'est un petit peu le problème, mais non. Non, c'est une vraie question. C'est la question de l'adolescence et de ses tumulte, on dit comme ça. C'était il n'y a pas si longtemps pour moi. J'en discutais récemment avec le docteur Meunier, je lui disais que j'en sortais tout juste. Mais en tout cas, c'est un vrai questionnement. Je pense que c'est, pour avoir eu l'occasion d'en discuter avec de très nombreux patients, c'est un moment charnière qui mérite d'être vraiment anticipé, réfléchi. Et effectivement, à mon avis, John là, peut-être ça peut-être un peu, enfin, c'est le moment, quoi. Peut-être un peu tard. Temps, hein. Enfin, moi, je trouve qu'il est un peu tard déjà, mais je pense qu'il serait fait tirer les oreilles par le. C'est peut-être aussi un point d'alerte à avoir avec les médecins de centre. C'est quand est-ce qu'on commence à travailler ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est pas en terminale qu'il faut commencer à projeter cette possibilité-là. Il faut en parler avant. Il est important de parler très tôt des souhaits, des envies de professionnalisation, ne serait-ce que pour certains parcours qui peuvent parfois être des obstacles pour les patients. Mais on va en reparler après, même parce qu'il y a les voyages scolaires, les colonies et tout ça. Finalement, on en reparle après, mais c'est rarement à 17 ans, le bec dans l'eau, au moment de déménager, au moment où tout le monde est en panique, parce qu'il y a tout à faire, qu'il faut changer le traitement, ou alors apprendre à s'injecter soi-même. Ça me paraît pas non plus être le bon moment. En tout cas, si on peut y réfléchir un peu en avance, c'est bien. Et globalement, c'est en avance de toute façon que c'est pas en juin que les dossiers sont faits pour rentrer en septembre. Donc, on a quand même globalement plusieurs mois pour y penser. Et changer le traitement ou s'injecter soi-même au moment où on change déjà de vie complètement, c'est pas le bon moment. Alors, pour ma part, donc, je m'appelle Coralie. Alors moi je suis pas dans ce cas-là vraiment, c'est plus mon frère qui est dans ce cas-là, il a 22 ans, ça fait 3 semaines qu'il est sur Toulouse, voilà c'est tout récent, il ne veut pas s'injecter tout seul, c'est un choix, on lui a proposé mais c'est un choix, il refuse catégoriquement, sauf que là il a fait un saignement donné cette semaine et il était tout seul parce que j'étais pas là pour l'injecter.
Parce que j'ai une maladie de Willebrand et je suis auto-traitante et je me gère toute seule. Mais du coup, en fait, là, il s'est rendu compte que qu'il faudrait peut-être s'y mettre. Donc, quand on est direct dans le grand bain, des fois, ça nous oblige aussi à prendre des décisions pour notre vie future et pas spécialement être collé à la sœur, à l'hôpital, à l'IDE et compagnie. Et pour ma part, mon changement de région m'a obligée, entre guillemets, à changer d'hémato, donc de fonctionnement, donc d'infirmière, tout ça, donc c'est-à-dire des habitudes que j'avais depuis 24 ans. Et ça a été hyper compliqué. Et c'est toujours. Ça fait 9 mois que je suis partie. Et c'est toujours très compliqué pour moi de m'habituer à plus être dans le même CRTH, à plus avoir mon hémato avec qui j'avais une confiance mutuelle que je n'ai pas avec l'autre hématologue. Donc du coup, je ne lui parle pas, tout simplement. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc après, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont dans ce cas-là. Mais voilà, après, il y a pas que le moment d'apprendre à piquer, de traitement et compagnie. Il y a aussi vraiment le changement de médecin qui est hyper important et qui, enfin, on dirait pas comme ça, mais ça peut chambouler une vie, vraiment. Mais peut-être que justement, enfin, je pense, un des facteurs aussi dans l'anticipation, ça peut être la rencontre anticipée avec un partage d'infos. Et alors après, on reste dans l'humain. Hein. Voilà, je n'ai pas les réponses à tout. Il y a aussi, si c'est une période transitoire, certains ne changent pas de médecin. Aussi, ils reviennent pour les consultations. Pour les urgences, ça vous allez, mais les consultations de suivi, effectivement, si c'est des études qui vont durer 3 ans, c'est compliqué de rencontrer une nouvelle personne pour parler de traitement de fond sur une durée, entre guillemets, si courte à l'échelle de la vie. Donc, il faut voir, est-ce qu'il faut changer complètement de suivi? Bien sûr qu'il faut contacter le centre de proximité, parce qu'on ne peut pas être dans une région sans qu'il soit au courant pour les urgences, la pharmacie, la rétrocession. Mais pour ce qui est vraiment du suivi, où effectivement, ça met du temps quand même à se faire confiance l'un l'autre, connaître les habitudes. Est-ce que si c'est pour la durée des études, il faut changer de médecin référent? Ça, c'est une vraie question. J'ai pas la réponse, mais c'est quand même une question à se poser. Les études, il y a des vacances scolaires. Bon, il y en a quand même beaucoup. Moi, c'est pas pour les études, hein, c'est pour aller vivre là-bas. Alors là, c'est donc sinon, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment pas pour les études. Ouais. Mais après, voilà, après quand on n'a pas le même discours et surtout qu'on nous change pas le traitement, mais on nous change notre mode de vie. Parce que c'est vraiment changer de mode de vie du tout au tout, c'est hyper compliqué, quoi. Donc du coup, alors après, John, 17 ans, en terminale, bac et tout, pour l'instant, c'est la belle vie, c'est chouette. Mais bon, après, ça va vite repartir, quoi. Donc après, il y a peut-être aussi cette question-là de changer d'hématologue, de changer de mode de fonctionnement, et voilà. Et alors, je rebondis sur votre question. Est-ce que vous avez qu'est-ce qui ferait que ça pourrait mieux se passer? Déjà, pas nous demander de choisir entre nos deux hématos, car moi, donc la deuxième hématologue m'a demandé de choisir. Et alors, j'ai été très catégorique. Je lui ai dit, moi, je garde mon ancienne, de toute façon, que ce soit très clair. Donc, pas nous demander de choisir et être un peu plus dans l'humain, peut-être. En fait, oui, mais l'idée, c'était qu'est-ce qui peut faire que... Alors, sans prendre un cas individuel, parce que c'est important pour tous, mais... sur quoi on peut travailler justement quand la vie nous emmène autre part, parce que entre le travail, les études, les amours et plein d'autres choses font qu'on peut être amené à déménager, à changer de région. Et c'est vrai que pour avoir un suivi et être bien pris en charge, c'est toujours mieux d'avoir près de chez soi des gens qui vous connaissent, qui savent comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui pourrait aider sur le territoire? Je ne veux pas parler de l'étranger ou autre, mais qu'est-ce qui pourrait aider à ça? Alors, on ne va pas changer les êtres humains, on est bien d'accord? On ne va pas demander à tous les hématos français d'être moulés. Enfin, il va falloir cloner des gens, mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, parce qu'on a tous nos défauts. Mais je ne sais pas, est-ce que... C'est un travail compliqué, en fait, je pense, mais peut-être des recommandations, peut-être qu'il faut qu'on travaille plus sur des attitudes... C'est possible, la téléconsultation? La téléconsultation, oui, mais elle a ses limites. Pourquoi pas faire un peu de... Alors, pas du cas par cas,
Mais au moins pour le début, pourquoi pas, alors après c'est une idée, hein, je ne sais pas si c'est faisable en vrai, hein, je ne suis pas médecin, mais pourquoi pas au début faire un peu comme avant, petit à petit en arrivant sur sa méthode, à la méthode de la nouvelle hématologue, petit à petit, mais pas changer du tout au tout, quoi. Pas dire, moi, de toute façon, je fonctionne comme ça, donc ce sera comme ça. C'est soit tu es d'accord, soit tu roules avec moi, en gros, soit tu l'es pas. Peut-être un peu plus être serpent, un peu comme ça. Mais, comme la téléconsultation ne peut pas être systématique, en revanche, ce qui peut être fait peut-être, c'est une consultation une fois ou deux, une, deux, trois fois, une consultation en commun entre l'ancien et le nouveau. S'il y a une crainte ou si voilà, je pense aussi qu'un dialogue entre les deux hématos en amont. Alors parfois il peut y avoir des inimitiés entre collègues, mais bon, ensuite ça devient compliqué. Voilà, ensuite t'avais qu'à pas déménager, ma cocotte. Mais donc voilà, donc ouais. Merci. On prend une dernière question, après on passera au cas suivant. Merci. Merci. Alors moi, c'est pas tout à fait une question, c'est plus une remarque. Alors moi, je suis Sophie Grèche, je suis la maman de Jérémy. On est dans le cas, effectivement, où il est parti à Annecy. Et là, dans ce cas particulier, on parle de prophylaxie et d'injection. J'attire l'attention quand même qu'en fait, qu'il faut tout en amont avoir l'éducation thérapeutique bien en amont, parce qu'il n'y a pas que les injections. Ce qui a été très compliqué, moi, en tant que maman, de laisser partir Jérémy, c'est que nous, on a géré son hémophilie quand il se faisait mal, et que là, c'est à lui de sentir son corps et de savoir les premiers gestes qu'il doit faire en dehors de l'injection. Il peut avoir mal aux chevilles et savoir quoi faire quand on a mal aux chevilles, quand on a un saignement de nez, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle pratique. Donc il n'y a pas que l'injection, il y a toute la pratique en amont, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, qui est très très importante, parce que ça fait partie, en fait, de son voyage indépendant, en dehors des parents. Nous, il vient que tous les 15 jours. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas, je ne veux pas le savoir. Il doit effectivement, mais là, du coup, se gérer entièrement, comme nous, on a pu le gérer en tant que parents. Voilà, c'était juste de ne pas juste indiquer qu'il n'y avait que l'injection et que la prophylaxie. Voilà, il y avait autre chose. Complètement. Et c'est pour rebondir sur ce qu'a dit le docteur Meunier, ça se construit dès le départ, en fait. Ça se construit au fur et à mesure, cette indépendance, cette conscience de soi et de sa pathologie, ça va se construire tout au long de avant les fameux 17, 18 ans ou 22 ans. Je partage tout à fait ce point de vue. On va passer à une autre thématique qui est plus sur le quotidien, mais on va parler des voyages scolaires. On va aussi parler d'une autre pathologie, parce qu'il n'y a pas que l'hémophilie. Donc là, c'est effectivement le voyage scolaire. Donc Alice qui a 10 ans, 3e enfant d'une fratrie de 3, porteuse d'une maladie de Willebrand type 3. L'école a décidé une classe verte, 5 jours au bord de mer pour faire de la voile. Alice est ravie, ses parents un peu moins. Bien sûr, les plus grands ont fait le voyage, mais là, Alice, c'est quand même différent, c'est plus compliqué. Le médecin et les IDE ont été rassurants, mais est-ce vraiment possible ? Ne faut-il pas que maman ou papa l'accompagne ? Elle aura d'autres occasions de partir. Donc, qu'en pensez-vous en tant que jeunes parents et comment permettre aux soignants et comment permettre à Alice de partir sereinement ? Alors, je vais me placer en tant que jeune papa. Donc, bon, il n'a pas encore 10 ans, donc pour le moment, je suis un peu tranquille. Ça arrive vite, ouais. Non, alors pour moi, de base, déjà, il me semble hyper important de la laisser partir, personnellement. Pourquoi ? Parce que, forcément, on va être toujours derrière eux, en tout cas au début.
on va toujours être vigilant, on va toujours avoir un œil sur eux, etc. Et je pense que, mine de rien, même si ça a un côté rassurant pour eux, ça peut aussi être un poids à un certain moment, de se sentir toujours observé, toujours vigilant. Et du coup, je pense qu'ils ont du mal un peu à se libérer aussi des fois avec les copains, etc. Donc déjà, ne serait-ce pour... En plus, vu que c'est le 3e enfant, pour peu que ses frères et sœurs avant soient partis aussi en classe découverte et elle lui dire non, tu pourras pas y aller, je trouve ça hyper dur. Donc pour moi, effectivement, c'est hyper important de la laisser y aller et de la laisser en profiter et de vivre ça pleinement. Effectivement, il y a le sujet de faire de la voile. Bon, tous les enfants seront petits et auront 10 ans, donc j'ose imaginer que s'ils organisent quelque chose pour des enfants, ce sera des trucs vraiment doux, vraiment de l'initiation. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas plus de risques que ça. Tu es contre la voile? Non, je me permettrai pas. Non, donc du coup, voilà, je pense que c'est quand même quelque chose qui est adapté aux enfants, etc. Donc, en termes de risque, j'imagine qu'il n'y en a pas plus que ça. Après, il faut voir aussi tout ce qui est mis en place autour, parce que, bon, faut pas oublier que la plupart, quand même, ont des PAI pour l'école. Donc, il peut y avoir aussi des PAI, donc des protocoles, des plans d'accueil individualisés, qui expliquent comment faire s'il y a un accident, s'il y a un incident hémorragique, qui expliquent un petit peu les conduites à tenir. Donc normalement déjà l'école est censée connaître tout ça et c'est bien, ce sera peut-être bien de faire une piqûre de rappel à l'école et de revoir tout ça ensemble, mais normalement ils savent déjà comment gérer s'il y a un souci à l'école. Donc pour moi ça ne change pas grand-chose qu'il soit à l'école ou en classe découverte. Après, ce sera peut-être pas la même chose parce que peut-être qu'à l'école, ils vont appeler les parents, nous on va y aller en courant, on va quitter le travail, etc. Là, ce sera un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est dans ces cas-là aussi où il me semble judicieux de prendre contact avec un centre de traitement qui sera proche de la classe de vacances pour les prévenir effectivement qu'il y a cet enfant-là qui est potentiellement à risque, qui va faire une classe découverte, et du coup d'intégrer dans le PAI que en cas de doute, en cas d'urgence, ils peuvent appeler ce centre-là. Etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et pour moi, il n'y a pas de raison de s'affoler de manière excessive. C'est normal en tant que parent, surtout si c'est la première fois qu'elle part toute seule sans nous. Mais pour moi, c'est quelque chose, je pense, que je vivrai assez bien et il faut aussi apprendre à faire confiance aux autres professionnels. Et là, du coup, les encadrants de la classe découverte, c'est aussi un travail qu'on doit faire en amont, nous, avec cette équipe-là, pour les rassurer déjà, bien leur montrer que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis. Et s'il n'y a pas eu de soucis à l'école, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de soucis pendant cette classe découverte. Est-ce que vous l'accompagnez? Non, moi je laisserai y aller toute seule. Je trouve que ça rebondit sur la question précédente. En fait, c'est la stratégie d'émancipation et d'appropriation de la pathologie. Donc peut-être que c'est le bon moment et que c'est le bon outil. Après, on ne connaît pas le traitement et la complexité qui peut aller avec. Moi, j'irai. Non, mais je suis sûre. Si vous dites qu'il rigole, c'est fort probable. Je prendrai un appart. Pour ce qui est de la question des parents, je pense qu'effectivement, quand ils nous posent cette question, c'est ce que je disais avec une maman à la pause, ils attendent une certaine réponse. Parfois, ils nous disent « oui, allez-y, il a besoin de vous pour les injections ». À l'inverse, d'autres ont besoin juste d'être rassurés en disant « non, c'est tout ». Enfin, c'est propre à chaque famille, ça, finalement. Et la réponse, on la sait à l'avance, les parents comme le médecin. Après, je ne voudrais pas être rabat-joie, mais il y a quand même, c'est pas précisé sur la diapo, mais quel est son traitement et où sera la classe, parce que faut quand même pas perdre de vue que effectivement ça a été bien souligné, chaque centre a des pratiques différentes et donc différentes, des traitements différents, et certaines pharmacies hospitalières n'ont pas forcément le médicament en question. Donc ça s'anticipe. Il faut quand même que l'enfant parte avec son traitement, donc soit celui de d'habitude et des injections en plus, soit des injections en cas d'accident. Là, dans le cas d'un Willebrand type 3, faut son facteur 8 de d'habitude et son facteur Willebrand. Faut quand même un petit peu anticiper. Enfin, bien sûr qu'il faut y aller, mais sans être rabat-joie, ça se prépare quand même bien, notamment pour ce qui est des médicaments, être sûr qu'à l'endroit où on est, il y ait bien le même produit disponible, quitte à partir avec une glacière. Enfin. Mais
Et ça me fait penser que ça peut être aussi très intéressant que ce soit un choix et une décision de l'enfant aussi, de l'impliquer dans cette discussion. C'est pas simplement une discussion de parents, de soignants ou de professeurs, c'est aussi l'enfant. Parce qu'il a peut-être le droit de dire je veux pas mes parents, je veux pas, enfin voilà, de réfléchir à quel va être lui son besoin et sa volonté. Ouais, on est raccord, c'est ce que j'allais dire en fait. Non, je pense que le premier intéressé, c'est à elle qu'il faut demander. Et vous parliez de confiance aux encadrants, mais je pense qu'il faut faire confiance à son enfant aussi. Parce que c'est lui qui porte la maladie, c'est lui qui la supporte. Et je pense qu'il faut prendre le temps de voir avec lui, et c'est important. C'est-à-dire, est-ce que elle, en l'occurrence c'est une fille, est-ce que elle a envie d'y aller? Et si oui, dans quelles conditions elle a envie d'y aller? Parce que peut-être qu'elle, elle veut que papa ou maman soit auprès d'elle pour cette première sortie. Et dans ces cas-là, ça s'organise aussi. Mais peut-être qu'elle ne veut pas du tout, même si papa et maman le souhaitent beaucoup. Et dans ces cas-là, c'est au centre de faire en sorte de s'organiser pour qu'elle puisse partir en sécurité et que tout le monde soit rassuré et que tout se passe bien. Et moi, je vais rajouter quelque chose, c'est que j'ai été cette petite Alice à 10 ans qui voulait faire du sport. Moi, je suis hémophile B. Et effectivement, la communication doit se faire à la fois avec les parents, de se dire, bah ouais, moi j'ai envie de faire comme tout le monde, parce que j'ai pas envie de me retrouver sur le banc de touche parce que j'ai une pathologie. J'ai envie de faire comme tout le monde. Et puis ça m'a vraiment responsabilisée aussi, même à 10 ans, hein, parce qu'on parlait de l'autonomie à 22 ans, mais l'autonomie, elle commence dès cet âge-là à se dire, je pense être dans la capacité de faire cette activité-là et de faire aussi attention à moi. C'est une grosse réflexion à 10 ans d'avoir de se dire ça, et c'est une confiance qu'on accorde aux parents. Et c'est une confiance que les parents nous accordent. Et c'est génial dans cette relation parent-enfant. Et je sais que j'ai été plein de fois dans cette situation-là. Et on a discuté plein de fois. Et j'ai à chaque fois fait l'activité. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai même été en capacité des fois de dire au moniteur, là, ce que tu me demandes de faire, je ne vais pas le faire parce que je ne le sens pas. À 10 ans. Donc c'est l'autonomie, elle commence dès ce moment-là. Donc effectivement, s'il y a un parent qui commence à être hyper sévère, à dire non, tu restes sur ton canapé à regarder la télé, là on s'en sort pas du tout là. Voilà. Ouais, donc Hélène, nous on est les parents de Léopold qui est là, qui a 10 ans justement et qui va partir en classe. Bravo Léopold. Bravo Léopold. Mais je vais y aller avec lui. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a dans ce cas, pour moi, un autre acteur qui est important, qui est le maître ou la maîtresse qui accompagne. Et parfois, eh bien, il y a des maîtres ou des maîtresses plus anxieux que d'autres. Et là, ça a été le cas. Et donc là, elle a carrément mis sur la table le fait qu'elle ne le sentait pas trop et qu'elle était plus rassurée, elle, si l'un de nous deux, en fait, possiblement pouvait être accompagné. Ça tombe bien, j'avais un peu de dispo fin juin, et donc c'est avec grand plaisir que je ferai les injections sur place pour Léopold. Mais c'est vrai qu'il y a dans ce cas précis aussi, en fait, l'école à prendre en compte. Ce n'est pas que le parent et l'enfant, il y a aussi ce tiers qui est vraiment important. Ils ne sont pas tous stressés, hein, les enseignants. Ça dépend des années, ça dépend des enseignants. Donc on vit un peu tout avec eux, et c'est ça aussi qui fait la richesse des relations. Voilà, c'était. Léopold veut aussi dire quelque chose? Oh. Non, mais parce qu'on lui a posé la question de savoir s'il voulait parler, mais il a dit non, je ne veux pas parler. Léopold, juste une question. Est-ce que tu es content que ta mère vienne avec toi? Pas Merci pour ta sincérité. La semaine dernière, hein. Après, c'est lui qui va vivre avec pendant la classe verte, donc. Moi, je voudrais dire que ça m'est arrivé 3 fois d'accompagner mon fils en classe de mer, de classe rousse en montagne. Alors, bon, effectivement, je voulais revenir sur l'importance aussi de la discussion avec le personnel enseignant, enfin les profs, les maîtres d'école, les maîtresses qui accompagnent. Et effectivement, ils ne sont pas toujours très rassurés d'emmener avec eux un enfant atteint de maladie de Willebrand ou d'hémophilie.
Et dans le cas de mon fils, l'hémophilie à l'époque n'était pas très bien jugulée, donc c'était important, c'était même presque une condition, sine qua non au départ de mon fils dans ses classes de mer ou de montagne. Voilà, donc j'étais présente. Après, c'est vrai que donc, en tant qu'infirmière personnelle, et c'est vrai qu'après, ce qui a été difficile quand même, c'est de trouver un bon ajustement par rapport aux autres adultes présents vis-à-vis de son propre enfant et des autres enfants aussi. Voilà, j'ai trouvé que bon, il fallait être présent, mais pas trop près non plus. Voilà, laisser, comment dire, de la liberté à cet enfant, ne pas être toujours derrière lui, et finalement, voilà, j'ai trouvé que bon, les moments, la distance à prendre n'était pas toujours évidente, mais on peut le faire, et il était content de partir en classe de mer pour apprendre à faire de la voile, qui n'est pas un sport à risque pour les personnes atteintes de maladies hémorragiques. On va passer au cas suivant, on va retrouver Alex. Bah, dans la même tranche d'âge. Donc on est avec Alex, il a un peu grandi, il a 17 ans et demi maintenant, et donc il est le second d'un enfant d'une fratrie de 2, donc hémophile A sévère, en prophylaxie de facteur 8. Son traitement est géré par sa maman, et il a bien bossé cette année, et il a décroché la mention, bravo lui. Il a prévu avec son meilleur ami une semaine de camping dans le sud, reste à convaincre ses parents, si c'est possible. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose de cette année. Mon père se reconnaîtra. Donc la question, ça sera comment Alex doit-il se rendre, s'il veut conserver le meilleur souvenir de ses premières vacances sans ses parents. Ah, parce que sinon, même sa mère. Non, ça va pas le faire. Non, c'était, enfin, on va réaborder la même question. Enfin, c'est l'anticipation des choses en fait. On parle. Enfin, j'étais à l'atelier voyage avec Clara avant. Je pense que c'est un maître mot dans une maladie chronique. Finalement, on a besoin de cette anticipation pour pouvoir faire le plus de choses possible de manière sereine et d'en profiter. Mais c'est vrai dans d'autres moments de la vie, indépendamment de la maladie. Enfin, plus on anticipe les choses qu'on a envie de faire, et mieux elles se passent la plupart du temps. Donc un voyage, pour moi, si c'est moi qui vois Alex en consultation, pour moi, il y a zéro souci. On va juste voir avec lui où est son camping, est-ce qu'il a de quoi garder ses médicaments, comment il envisage de faire son traitement, ou est-ce qu'il a entendu parler de nouveaux traitements et qu'il a déjà envisagé de changer, parce que peut-être qu'il en a dans sa tête, il l'a pas encore dit, mais peut-être qu'il a envie de changer, qu'il a vu des trucs qui serait plus facile pour lui et sa vie actuelle et future. Pour moi, en tant que médecin, rien n'est impossible, mais le tout est d'en discuter en amont et pas le jour même, en fait. Moi, je me demande si Alex n'a pas intérêt à multiplier les signaux à l'égard de ses parents, et peut-être en particulier de sa maman, puisque c'est elle qui est mentionnée dans la diapo, de confiance, comme quoi voilà, ses parents peuvent lui faire confiance. Donc ça peut passer par plein de choses, par peut-être échanger les numéros de téléphone, parce que bon, l'ami avec lequel il part en camping, c'est ça, eh bien les parents pourraient avoir le numéro de téléphone de cet ami pourrait être informé de sa pathologie. Bon, il y a des choses qui peuvent être... Alors, je ne sais pas, dans le slide, est-ce que Alex sait se piquer lui-même? Il est sous prophylaxie. Voilà, enfin, c'est ce que vous avez dit, hein, docteur. C'est-à-dire effectivement anticiper et montrer que il a cette autonomie et que ses parents peuvent lui faire confiance. Parce que là, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt du côté des parents qu'il faut agir. C'est ça, sur ouais. cet exemple-là. Non, on est bien d'accord. Voilà. Mais enfin, peut-être que Jérémy pourra en témoigner, mais moi, ce que je leur dis souvent, c'est que si vous voulez qu'ils vous fassent confiance, il faut leur prouver qu'ils peuvent vous faire confiance. Enfin, Clara l'a très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir de l'adolescence et même avant, mais si les patients veulent avoir une certaine liberté, c'est une maladie de toute façon qui fait peur.
faut pas s'en se leurrer. Et à partir du moment où on est malade, nos parents, ils sont là pour veiller sur nous. Et donc, forcément, ils ont peur pour nous. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on soit. Et... Il y a peur et peur. Hein, oui, mais ça, c'est encore une fois, il y a un facteur humain au milieu qui fait que, voilà, on gère comme on peut. Mais si on est en capacité de montrer qu'on peut gérer, déjà, ça facilite. Enfin, ça facilite forcément les choses parce que on se dit, bon, ben, ça, il sait le faire, donc ça, j'ai plus besoin de le gérer, je peux y aller. Et enfin, Clara l'a bien dit, c'est une question de discours et de communication après. Même si je sais qu'il... C'est beaucoup de communication. Encore, l'autonomie, c'est souvent très recommandé. Mais malgré ça, on peut avoir des parents, je ne dirais pas le nom, qui peut, malgré cette autonomie et prouver pendant des années qu'on est autonome, être réticent, quoi qu'il arrive, parce que c'est une inquiétude qui va arriver, tout simplement. On n'avait pas envisagé un atelier réglage de compte. Désolée. Non, mais je peux dire quelque chose juste parce que je trouve que c'est très important ce que vous dites, parce que je pense que l'adolescence, c'est effectivement un moment quand même vraiment où va se structurer l'autonomie, le fait de s'éprouver soi-même autonome, sujet de ses propres envies, de ce qu'on a envie de faire. Et je pense que le fait qu'il y ait cette maladie au milieu, quand même, avec justement depuis tout petit, d'avoir eu l'habitude finalement d'intervenir dans même beaucoup plus en fait dans la gestion du corps, de la douleur. Enfin voilà, il va falloir, je pense en tant que parent, et là je mets mes doubles casquettes de parent et de psychologue parce que ça n'a pas été simple non plus, mais je pense qu'il y a, je suis d'accord avec vous, un vrai travail à faire sur notre propre angoisse de parents, c'est-à-dire se dire non mais là ça c'est la mienne en fait, je peux pas. Je rejoins ce que vous disiez aussi, c'est hyper lourd pour les enfants. Moi, un jour, mon fils, il m'a dit, tu sais, maman, il y a pire que d'être hémophile, en fait. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me dire? Et il m'a dit, en fait, c'est être enfant d'un parent qui a un enfant hémophile. Ok, donc ça voulait dire ton angoisse, en fait, tu peux te la garder, s'il te plaît, et aller travailler un peu ça. Vous voyez, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce qu'en fait, ce qui renvoyait, et je travaille par ailleurs avec des ados qui ont d'autres types de maladies. Je pense que là, il y a un vrai travail psychique à faire de séparation, tout comme il y a un travail de séparation de corps. C'est-à-dire, c'est leur corps et c'est eux, effectivement, qui doivent évaluer leur douleur, leur je sais pas quoi. Et ça passe nécessairement par un moment où il n'y a pas d'accordage. C'est-à-dire que on va, enfin ça c'est la solution totalement idéale, mais qui n'existe jamais, où on est hyper rassuré parce qu'on voit notre enfant qui gère super bien tout ça. Il y a forcément un moment où on va se dire, en fait non, je sais pas s'il va bien gérer, mais je décide de le laisser utiliser cet espace. Enfin je sais pas si ça vous parle ce que je dis, mais enfin voilà, je pense qu'il y a un vrai boulot, y compris chez les professionnels de santé. Je pense, d'épauler les parents pour ça, mais aussi les professionnels de santé de se dire, ok, allons-y. Entièrement d'accord, et être en capacité d'accepter qu'ils puissent se tromper. Exactement. Et de faire une erreur, et que c'est pas la fin du monde, parce qu'on en a tous fait à un moment donné, et non, que oui, peut-être qu'il y aura un accident hémorragique qui sera mal géré, ou en tous les cas pas géré comme on aurait souhaité qu'il soit géré, ou comme papa ou maman aurait souhaité qu'il soit géré. Mais c'est comme ça, on rectifie et c'est un apprentissage. Mais c'est un âge où il faut faire des erreurs. Sinon, on risque pas de devenir quelqu'un d'autonome. On risque pas. C'est vraiment. Bon, moi, je vais juste terminer pour régler le problème. En gros, je vais utiliser en fait mon expérience personnelle pour juste en fait essayer de rassurer un peu les parents. C'est-à-dire qu'on a un âge là, il a 17 ans et demi. L'enfant ne fera jamais quelque chose qu'il va regretter. Il a un minimum de conscience pour se dire là, non, je vais pas le faire. Ça va être plus de contraintes qu'autre chose et je vais me mettre en danger. C'est juste pour ça. Et donc, de le comprendre que l'enfant ne fera pas n'importe quoi et les parents doivent enlever, pas toute l'inquiétude parce que c'est impossible, mais une grosse inquiétude au moins sur une grosse partie de la maladie. Et je trouve aussi qu'il y a quelque chose qui a été dit là aussi. En fait, à cet âge-là, c'est vrai que c'est aussi chouette, je pense, de pouvoir... si l'ado est OK pour en parler à un copain, ou voilà, quand ils partent avec en groupe d'amis, ça peut être chouette qu'il y ait un copain qui soit au courant, enfin voilà, et en général, ils sont tout à fait en mesure de non pas
se charger de cette responsabilité, mais de partager finalement ce souci et qu'il y a une histoire. Enfin, j'imagine que ça vous est arrivé, mais et donc là aussi déléguer sur le groupe des pairs, enfin d'une certaine façon, se dire bon ben, ok, il y a un maillage comme ça, un étayage qui peut se faire, mais ça passe plus par mois forcément, par an quoi. Merci beaucoup. On va avancer un peu plus rapidement parce qu'il nous reste 20 minutes. Et on va passer sur le sport parce qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui ont des questions sur le sport. Donc on va aborder les deux petites pratiques sur le théorique sur le sport. Donc il y a Caïs qui veut s'inscrire au club de foot. Donc Caïs a 7 ans, premier enfant. Il va bientôt avoir une petite sœur. Il est en CP. Et à la rentrée, il veut faire comme son copain Paul et faire du foot le mercredi. Il en a parlé à son docteur qui lui a dit de réfléchir au pour et au contre et qu'ils en reparleraient. Caïs n'a trouvé que des avantages, être avec son copain Paul, même quand il n'y a pas école, s'amuser, faire comme Mbappé. Mais maman, elle a toute une liste de contre. Il espère que le docteur ou les IDE vont l'aider à réaliser son souhait. Comment envisagez-vous la discussion ? Je peux faire un sondage avant ? Pardon, on n'a pas précisé juste la avant, pathologie. on se doute que si Caïs est chez nous, il doit avoir une maladie hémorragique. Ça, pardon. Alors on... Ah oui, c'est vrai, on n'a pas mis. C'est pas laquelle il a ici, mais a priori, il a qu'il avait une maladie hémorragique et ça allait poser problème à quelqu'un de toute manière. Non, c'est ça. Si à main levée comme ça, qui lui dirait OK pour le foot ? Ah, vous êtes 3 quand même. Hein. 4. Moi, je me mets... Oui, mais non. Ah, Léo, ouais. Ouais, Mbappé, je suis d'accord. Bien vu. Tu veux faire comme Mbappé ? Je ne connais pas rien au foot. C'est moi. Moi, je dirais oui. Moi, je... Oh. Non, je sais pas. Alors... Non, alors je dirais que j'aurais certainement essayé d'œuvrer dans les années précédentes pour ne pas trop qu'il aime le foot et que cette situation forcément se présente pas. Non, pour être tout à fait transparent. Le rugby, évidemment. Après, dans les faits, Caïs, je vais pas parler de mon cas personnel parce que effectivement, ça doit être difficile d'accepter que son enfant ait joué au foot, pour être tout à fait transparent. Et je vais essayer de faire un cas pratique vraiment et de dire que je pense qu'il doit jouer au foot. Il a le droit de jouer au foot. Il faut mettre en place toute une stratégie avec ses parents et l'équipe soignante pour qu'il puisse jouer au foot parce que bien sûr, dans la demande qu'il fait, on imagine tout de suite les dommages éventuel, et c'est bien éventuel parce que c'est pas sûr qu'il se fasse mal, c'est même pas une certitude du tout. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le risque d'hémarthrose ou de saignement dans la pratique du sport est globalement rare, c'est les études qui le prouvent. Donc on a le sport comme épouvantail, mais la réalité est relativement différente. Et moi, ce qui m'anime, c'est de me dire quelles vont être les répercussions, je reviens à ça, mais les répercussions psychologiques sur Caïs s'il n'a pas le droit. S'il est bloqué, s'il doit dire non à son pote Paul, qui j'imagine est hyper cool, s'il doit rester bloqué, voilà. Donc vraiment, j'inviterais à réfléchir à toute cette dimension-là. Alors oui, les parents, souvent les médecins, on est très concernés par les articulations, mais il y a aussi toute la dimension réalisation de soi et les répercussions et séquelles psychologiques que pourrait représenter le fait de dire non. Ensuite, la stratégie, ce serait, je ne connais pas Caïs, je ne connais pas ses antécédents, j'espère qu'il n'en a pas ou peu, et c'est, s'il en a, de mettre en place une stratégie avec les médecins, avec les kinés, soit pour lui dire, eh bien écoute, oui, aujourd'hui, tu peux pratiquer le foot, ou écoute, je comprends ton projet, mais peut-être qu'on va se donner 6, 12, 18 mois pour faire en sorte que, grâce au traitement et avec de la kiné, on t'amène à un niveau physique, articulaire, qui va te permettre de pratiquer le foot. Voilà, et ça peut être un super objectif commun et qui va driver vraiment Caïs pour se traiter, progresser, etc. Ouais, c'est tout, je crois. Et donc oui au foot. Et si peut-être un dernier élément, c'est que il peut pratiquer le foot, mais peut-être qu'à l'intérieur du foot, la première année, la deuxième année, la troisième année, il va trouver tout seul ses propres limites. Et je crois que tout est là en fait à l'intérieur.
est-ce que ça se trouve, il pourra faire des matchs, ce sera un super avant-centre qui marquera plein de buts et qui aura jamais rien, ou peut-être qu'au bout de 6 mois, il va se rendre compte qu'il en aura le bol de se faire exploser et que en fait le foot c'est pas pour lui. Mais il aura répondu lui-même à la question et on n'aura pas répondu à sa place. Ouais, donc je suis assez d'accord avec ce que dit Paul, hein. Et c'est très intéressant d'ailleurs, notamment la dernière partie. Après, bon, là, comme sur la slide, la sévérité de la pathologie n'est pas décrite. Donc forcément, entre les formes mineures et les formes sévères, c'est pas du tout la même chose non plus. Et ni le traitement. On sait aujourd'hui qu'il y a des traitements qui permettent d'atteindre un certain plateau qui est stable, même s'il est plutôt faible, et des traitements qui fonctionnent encore avec des pics beaucoup plus importants de couverture, de protection. Et donc ça aussi c'est toute une stratégie de mise en place parce que c'est pas la même chose si il va avoir un taux similaire constant mais faible et si effectivement il fait ses injections le jour ou la veille des entraînements ou des matchs qui lui permet d'avoir une bonne couverture sur un laps de temps court. Donc il y a tout ça aussi qu'il faut voir et qu'il faut mettre en place. C'est pas simplement effectivement une question de sévérité et d'antécédents. Après, c'est pareil. Au début, même si il veut faire du foot, on peut aussi le faire de manière très progressive. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de tout faire dès le début. Peut-être que certains exercices ou certaines choses, on va éviter. Et progressivement, quand lui, il apprendra à se connaître et qu'il saura aussi ressentir ses propres douleur et ce qui se passe, pourra explorer un petit peu plus. Voilà. Après, donc, pour moi, c'est plutôt un oui au foot, mais voilà, faut faire attention à tous ces éléments. Et comme disait Paul, ça se prépare en amont, ça se prépare avec l'équipe médicale, ça se prépare avec lui, et il faut en parler. Et voilà, il faut du temps pour préparer tout ça. Tu as abordé un point effectivement que j'ai oublié, c'est le fait d'adapter la prophylaxie à son activité. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à, si ce n'est pas proposé par les soignants, à leur demander comment faire. Mais effectivement, le mercredi, ce serait quand même plutôt judicieux que la prophylaxie tombe le mercredi pour lui permettre d'être au top pour l'entraînement. Voilà. Et sur un autre point qui est intéressant, on n'a pas précisé la sévérité donc de la pathologie de Caïs. Pardon ? C'est un acte manqué. C'est un acte manqué, mais donc ça peut peut-être nous inviter à... On en discutait juste avant sur la sévérité, mais je m'avance peut-être en disant qu'un hémophile sévère en prophylaxie qui a eu son traitement le mercredi matin est peut-être plus en capacité de jouer au foot qu'un hémophile mineur ou modéré qui n'est pas en prophylaxie. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que rapportent souvent les enfants hémophiles mineurs à 6%. C'est que eux, entre guillemets, ne sont pas éligibles à une prophylaxie pour aller faire du sport, alors qu'un hémophile sévère ou modéré, parfois on introduit une prophylaxie pour permettre justement une activité sportive, ce qui est difficilement entendable quand on a entre 6 et 10%, et ce qui du coup, malheureusement, pour le coup, rend les choses compliquées, parce que faire du football, oui, faire du sport, évidemment, mais en revanche, quand on n'a aucun moyen d'avoir une prophylaxie, selon le taux, ça peut quand même être assez risqué. Alors, évidemment, on essaye d'adapter, on commence par un entraînement par semaine et pas d'emblée 2 entraînements et le match le dimanche. Mais pour ceux qui sont mineurs à des taux très limites sans prophylaxie, ça peut être quand même compliqué. Hein. Je mettrais plus que pour ceux chez qui on peut adapter la prophylaxie. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord là-dessus. Après, Paul le verra, mais je pense pas qu'on mette de prophylaxie. Enfin, en France, peut normalement mettre la prophylaxie pour aller faire du sport. Par contre, la prophylaxie leur permet un accès à du sport de manière plus large qu'en effet certains hémophiles modérés ou mineurs qui n'ont pas de prophylaxie parce qu'ils n'ont jamais eu d'accident hémorragique dans leur quotidien, mais qui finalement, au sport, vont rencontrer parfois des difficultés. Mais du coup, ce sera peut-être une discussion. Peut-être qu'avec tout le panel de traitements disponible à l'avenir, ce sera aussi plus facile d'élargir ça.
Juste Thomas, avant que, Qui est Thomas, je pense. que tu te lances. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux, Benoît l'a dit, et peut-être qu'on peut le reformuler, mais effectivement, le sport peut aussi déterminer la stratégie de traitement et le choix du traitement. Et donc, non, mais tu l'as dit un petit peu, mais effectivement, Emily Bras a un fonctionnement particulier, et les recombinants ont un autre fonctionnement. Et en fonction de l'activité sportive, on va pouvoir faire tel ou tel choix. En tout cas, ça doit entrer dans la considération. Je suis peut-être complètement en dehors des clous mais il a été annoncé par le président de la République qu'à la rentrée prochaine, il y aurait 30 minutes d'activité physique pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une réflexion de votre part sur... alors je ne sais pas quel est le niveau aujourd'hui actuel d'intégration au sport scolaire des personnes atteintes de maladies hémorragiques rares, et en particulier sur les cas de sévérité. Je pense que pour les mineurs, il n'y a pas de contre-indication, sauf cas peut-être un peu difficile, quoi, je ne sais pas. Et là, on est à 2 heures des Jeux Olympiques. D'une certaine manière, ça se veut être, en tout cas en termes d'annonce, ça se veut être quelque chose de très intégrant pour tout le monde, avec du sport, etc. Comment est-ce qu'il y a une réflexion juste de la part de vous tous sur comment on accompagne ça? Parce qu'il va être proposé donc aussi à toutes les personnes atteintes de maladies hémorragiques à scolariser. Alors, je vais sûrement pas être un bon élément, parce que moi, je fais pas de certificat de contre-indication sport pour l'école, et ils vont tous à la gym tout le temps, sauf bien sûr que s'ils se font un accident hémorragique, ils ont besoin d'un arrêt provisoire et ils l'auront, mais je ne mets pas de contre-indication, quelle que soit la sévérité, quelle que soit la maladie. Oui, voilà. Après, on apprend avec le temps. Paul vous a dit qu'il ferait en sorte qu'il n'aime pas le foot. Mais enfin, il fait du ski alpin. Ça parle à certains, je pense. Donc, non, mais ici, on est à Lille. On est d'autres villes en France que Lille et Lyon. Et donc des pratiques. Non, mais oui, je pense qu'il y a un travail à faire sur. Mais on commence. Je pense que en tous les cas, la parole des pédiatres sur le territoire progressivement s'élargit. Et non, je pense qu'il ne faut pas mettre contre-indication. On leur impose, on leur impose une prophylaxie parce qu'on est persuadé que c'est bien. Enfin, pour les formes sévères, j'entends que c'est bien et ça a fait ses preuves sur le fait qu'il n'y ait pas d'atteinte articulaire et autres. Mais il faut qu'au regard de ça, ils puissent vraiment avoir une vie. On n'arrête pas de leur dire on fait des piqûres pour que tu vives normalement. Il faut leur prouver qu'ils peuvent vivre normalement. Si à côté de ça on met des contre-indications au sport et qu'on les empêche d'aller se déplacer, d'aller, je trouve pas d'exemple comme ça. Ça n'a pas bien de logique et je comprends que des patients deviennent un petit peu à plus vouloir se traiter. Mais il y a de très nombreux témoignages qui expliquent que la pratique du sport est un grand élément de motivation pour le traitement. C'est-à-dire que ça va être une chose qui va permettre de faire ce sport. Donc, j'adhère complètement à l'idée de... C'est sûr qu'ils sont beaucoup plus... Alors moi non plus, j'aime pas le mot adhérence, mais ils sont beaucoup motivés à faire leur traitement si, à côté de ça, l'injection du mercredi, elle sert à aller faire un entraînement de boxe, un entraînement ça rend les choses très concrètes. De ski, du foot, tout à fait, ouais. Ils voient l'intérêt de ce médicament qu'ils vont comprendre au fur et à mesure quel était l'objectif autre à côté, parce que même si au départ on ne l'a pas mis pour ça, il permet ça et il permet de renforcer. Et puis on sait très bien que le sport, le développement le développement musculaire et tendineux va permettre de protéger les articulations de manière plus efficace que n'importe quel autre traitement aussi, en association, on est bien d'accord, mais donc c'est important que les enfants puissent faire du sport de manière régulière et aiment ça. Et alors, je ne veux pas qu'ils deviennent tous champions olympiques, même si dans 2 ans on les a, parce que le sport de haut niveau, après, on bascule d'un autre côté. Mais du sport régulièrement, oui, bien sûr. C'est recommandé ? De faire du sport régulièrement, bien sûr. Donc les 30 minutes par jour, c'est même juste un début ? Pour moi, c'est oui. Donc, parce que
toi, Thomas, ça te paraît être un risque ou c'est quelque chose qui est... Mais enfin, en tout cas, je pense que... Je suis pas la cible. T'es pas la cible. Non, mais je suis pas la cible dans le sens, je suis plus jeune, donc je vais dire, au cas où tu l'aurais, puisque tu es facilitateur. Mais si. Mais le fait est, c'est que cette discussion-là, il y a juste 6 ans, quand on l'imaginait même pas, avec cette tranquillité-là qu'on a entre les centres de Lyon, de Lille qui sont là. Il y a pas de, au fond, il n'y a pas de vision différente de ce que doit être l'approche. Et quel formidable, au fond, parcours. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un formidable parcours qu'aujourd'hui, on ait à la fois les protocoles, mais aussi les traitements, pour pouvoir donner la possibilité. Parce que j'ai des souvenirs, moi, de conversations avec des jeunes qui ont eu 15 ans il y a 10 ans, et la frustration qu'ils avaient de ne pas pouvoir faire du hand, de ne pas pouvoir faire... qui est passée, je veux dire, mais on voit bien qu'à un moment donné dans leur vie, ça a été, et c'est donc il n'y a pas si longtemps que ça a été une blessure profonde, une zone d'affrontement avec les professionnels de santé, une zone d'affrontement pour eux-mêmes, et une espèce d'abaissement. Ils l'ont vécu, ils y repensent comme une espèce d'abaissement. Et de ne pas. Alors c'est vrai que la maladie, elle apportera toujours des contraintes, mais si on peut libérer juste celle-là, c'est top. Et puis tout le monde n'aime pas le hand, le foot, le ski, le golf. Voilà. Non, et puis pour la petite histoire, c'est que c'est pas parce qu'ils veulent faire ça à un moment donné. Le caïs auquel j'ai pensé en écrivant ça, l'année d'après, il n'a pas voulu retourner au foot. Voilà. Ça lui a pas du tout parfois, plu. quand on dit oui, ça ne les intéresse plus. Déjà, il y a aussi ça, c'est que parfois, à partir du moment où on a dit oui, c'est ça. Ça ne les intéresse. Il y a parfois des enjeux autres aussi, quoi. Et aussi, c'est bien dit sur la slide, c'est qu'on ne dit pas oui à la première fois où ils nous posent la question. C'est quand même, on évalue, on voit effectivement, est-ce qu'il faut se donner 6-12 mois pour faire un état des des articulations, remuscler, commencer plus doucement, pour pas mettre ça en place au moment où il y a une synovite, un peu d'inflammation. Donc effectivement, l'idée c'est oui, mais ça se prépare et c'est pas un oui d'emblée. Ça se fait sur quelques mois, mais je pense qu'effectivement, il y a 5 ans, c'était... Enfin, il y a 10 ans, c'était impensable. Il y a 5 ans, un peu moins. Et là, ça s'ouvre de plus en plus. Aussi dans les gros centres. Il y a aussi un biais avec ça. Je pense que plus le centre est gros, plus l'accès au sport est ouvert en ce moment. Et qu'on est en train de l'ouvrir un peu plus à l'échelle nationale. Mais tous les centres ne font pas encore pareil. Et oui, je pense que Sandrine et moi, on dit oui, mais... ben voilà, l'enfant a pesé les pour et les contre, il y a réfléchi, c'est vraiment ça qu'il a envie de faire. Effectivement, si sa passion c'est Roland-Garros, moi je suis toujours plus rassurée, mais surtout si c'est à la télé, mais quand même en vrai c'est mieux. Donc non, il faut qu'ils fassent du sport, on essaye de les motiver à ça maintenant, mais après le choix du sport, si c'est un sport de contact, on essaye quand même de voir la motivation et l'enjeu pour lui, effectivement, pas qu'il soit brisé parce qu'on l'a exclu de ça. C'est ça, enfin je rejoins ce que disait Paul, c'est le non sans explication, sans rien d'autre autour, parce que là il y a le versant du médecin qui dit oui ou non parce que les parents se cache quand même de temps en temps vers nous en disant pourvu qu'elle dise non, parce qu'à côté de ça il y a la raison médicale, mais il peut y avoir plein d'autres raisons où les parents veulent pas forcément médicales, de praticabilité, de pouvoir l'emmener, financier et autres. Donc c'est important aussi que l'enfant il comprenne la démarche de tout le monde et de ne pas se contenter que du point de vue médical en disant bah, tu vois le docteur il a dit que tu pouvais pas en faire non. Parce que vous m'avez expliqué à côté que, donc on en discute tous ensemble. Et c'est pour ça que moi j'aime bien leur faire poser le pour et le contre là-dessus des deux côtés et qu'on en parle tous ensemble, mais avec les parents aussi. Oui, moi je suis Grégoire, le papa de Léopold. Je voudrais poser une question à Léopold. Léopold, est-ce que toi t'aimerais bien faire du foot? Un an pour essayer, puis si j'aime pas, bah j'arrête. Ouais, parce que là, en fait, Léopold, il adore le foot. On vient d'une famille où on n'aime pas du tout le foot. Mais lui, je sais pas ce qu'on a fait. Donc, t'en fais quand même. Est-ce que tu en fais à l'école? Oui. Tu fais quoi d'autre aussi? Tu es des joueurs, puis tu fais quoi? Tu as développé une certaine capacité aussi à être... Je fais du cirque et... Non, mais au foot. Arbitre. Ah, je suis arbitre.
Et tu aimerais bien aussi aller dans un club d'arbitre? Oui, si c'est possible. Et tu aimerais bien faire du foot en club? Peut-être. Oui, donc c'est la vraie question du moment. Donc tu vois, tu n'es pas tout seul parce que Caïs, il est dans le même cas que toi. Ouais. Il y en a des tonnes des Caïs, je crois. Hein. Enfin, des tonnes, pas tant que ça, mais il y en a. Mais c'est un super exemple, Thomas, ce que tu as touché du doigt. C'est le droit de faire du vélo, le droit de jouer au foot dans la cour, le droit de courir dans la cour, de s'éclater dans la cour et de vivre à fond. Et effectivement, il y a nombre de générations de patients qui ont souffert vraiment beaucoup de cette exclusion par le sport. Dans nos sociétés, aujourd'hui encore plus qu'hier, le sport est central. Donc, ouais, il faut s'adapter, trouver les solutions pour que c'est déjà pas drôle. Alors si on rajoute encore d'autres interdictions qui maintenant sont moins légitimes. Merci beaucoup. Oui, oui. On peut prendre une dernière question et on va conclure. Si quelqu'un a une dernière question, s'il n'y en a pas, ça nous arrange. Vous avez le droit de la poser. Ouais, c'est pas une question. Je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans. Du coup, je suis hémophile A sévère. Et du coup, je vais rejoindre ce que disait Thomas, c'est que j'ai 25 ans, je suis hyper jeune et ça a carrément évolué. Et je suis content de vous l'entendre dire, les pédiatres et tout le monde. Parce qu'à 25 ans, quand j'ai voulu faire le foot comme Caïs quand j'étais petit, moi, on m'a dit que c'était pas possible. Je venais de commencer une prophylaxie, tout ça, c'était encore tout récent. Du coup, j'ai fait de la natation, du tennis de table pour muscler les articulations. Et à un moment est venue la question, j'aimais bien le tennis. Et avec mon hémato, elle m'a dit oui, sous réserve que, on a essayé, ça a marché. Mais à l'époque, j'ai dit à l'époque, alors que c'était pas si longtemps que ça, on me disait que c'était limite exceptionnel qu'un hémophile puisse faire du tennis 2 fois par semaine, essayer de faire des compètes. Et voilà, juste, je rebondis sur ce que disait Thomas. Je suis content de vous l'entendre dire et de dire que ça va changer pour les futures générations. Voilà, j'ai souffert aussi de ne pas pouvoir faire de foot. Je vis ma passion autrement. Je regarde beaucoup de foot, trop peut-être, mais voilà. Si ça change, c'est bien. Et si ça vient aussi du personnel médical, c'est encore mieux, quoi. Les environnements changent et les croyances aussi. Moi, je suis arrivée à Lyon il y a presque 25 ans et je suis arrivée au centre d'hémophilie il y a 22 ans. Et au centre d'hémophilie, quand je suis arrivée, j'ai eu le premier patient qui m'a demandé un certificat pour partir au ski. Et j'ai regardé ma collègue qui était là depuis longtemps et qui m'a dit oui, c'est bon, il y a un prophylaxie. Voilà, donc on travaille, nous aussi. Mais après, il faut habituer tout le monde. Nous, ça va, on a les montagnes à côté, donc on apprend vite que c'est possible. Donc, docteur Meunier, pour 2024, ça me paraît un peu juste. Par contre, on peut avoir un peu d'espoir pour après, on sait jamais. On en reparlera. Merci à tous pour ce moment. On va devoir s'arrêter là. On va demander à tout le monde de faire un petit mot de conclusion. Moi, du regard extérieur de ce que je vois, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est que ce qui est important, c'est l'anticipation, le dialogue entre l'enfant, les parents, les soignants, et que tout est possible quasiment à partir du moment où on anticipe et on en discute. Donc je passe la parole. Pas de conclusion pour moi. Non, je dirais à peu près la même chose. Donc. Non, moi, c'est à peu près les mêmes conclusions, donc je vois pas quoi rajouter. Un message pour ton père ? Oui, alors oui, je suis assez d'accord avec toi sur cette conclusion. Et effectivement, l'évolution des traitements et toutes les innovations thérapeutiques permettent de vivre son hémophilie avec beaucoup plus de tranquillité, de sérénité qu'auparavant. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Tout ce que vous avez dit à l'instant sur le foot, moi je suis assez surprise aussi de ce qui a été dit à l'instant, parce que je me souviens avoir eu en main, il n'y a pas tellement longtemps, un papier dans lequel sont listés les sports interdits, les sports déconseillés. Et dans les sports déconseillés, il y a les sports avec ballon dur. Donc voilà, si le sport, si Caïs peut s'inscrire en club de foot, je trouve ça formidable.
Alors avec un traitement adapté, hein, mais on est d'accord. Moi, je dirais, en mot de la fin, j'aurais envie de dire qu'il faut se faire confiance. Alors la confiance, c'est médecin-patient, patient-médecin, parent-enfant, enfant-parent, enfin voilà. Je pense que dans notre spécialité, c'est important. Se dire les choses, donc le dialogue, la discussion, ça vous l'avez dit, et l'anticipation. Je pense que ça fait beaucoup là-dedans et pouvoir en parler en amont, c'est toujours plus facile de trouver des solutions pour y arriver. Moi, je reprends un petit peu sur les slides vraiment d'avant, surtout sur la famille et le fait de responsabiliser l'enfant. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne me disaient pas que j'avais une pathologie, mais que j'avais une spécificité par rapport aux autres. Et la nuance est extrêmement importante parce qu'il ne faut pas dire à l'enfant qu'il est particulier et qu'il va avoir des barrières dans sa vie, parce que c'est complètement faux. Et justement aussi lui permettre de lui accorder sa confiance et de prendre la confiance pour justement qu'il s'épanouisse et qu'il arrive à faire ce qu'il a envie, puisque de toute manière, il va arriver à un âge où il sera assez responsable, déjà pour faire ses propres choix, et puis aussi pour bien gérer son corps, sa maladie et puis ses activités. Donc c'est un message que j'adresse aux parents, mais surtout ne mettez pas votre enfant dans une bulle et essayez de lui permettre de réaliser ce qu'il a envie. Tout a été dit un peu déjà, je pense. Donc là, ça va être compliqué de continuer. Non, moi, je mettrais un point d'accent sur la confiance. Et moi, en tant que parent, notamment la confiance que j'ai envers mon enfant, parce que c'est lui qui vit quand même avec cette spécificité. Donc c'est lui que ça concerne directement. C'est lui qui va ressentir toutes les choses, qui va apprendre à connaître son corps, qui sera capable de détecter du coup s'il y a quelque chose d'anormal ou si tout va bien. Du coup, il faut qu'on prenne sur nous et qu'on apprenne à leur faire confiance. Ça, c'est super important. Et puis voilà, je voulais dire autre truc, mais j'ai oublié. Donc je passe la parole. Et juste pour les sports, c'est vrai qu'avant on disait interdit ou d'accord, et là maintenant ce qu'on proposait, je ne sais plus, c'était de dire selon le sport vas-y, ou réfléchis encore, mais pas dire non d'emblée, et finalement en réfléchissant encore tout pourra potentiellement être possible, mais plus oui non, mais fonce, réfléchis encore et voir comment on y arrive finalement. Et moi, je suis très contente d'entendre tout ça parce que je me dis que là, petit à petit, avec tout ce qu'on a dit, on est en train de définir finalement qu'est-ce que c'est que le soin. Parce que le soin, il me semble que c'est pas un soignant qui trouve des solutions pour quelqu'un de malade, mais que c'est beaucoup plus large que ça et que c'est plutôt créer les conditions pour que la personne qui a un certain nombre de contraintes pour mener sa vie comme elle l'entend, puisse finalement s'appuyer sur des relais comme ses parents, comme les soignants, comme plein d'autres relais, et du coup puisse quand même se sentir s'émanciper et vivre la vie qu'elle souhaite. Et pour moi, c'est ça le soin, en fait. Ok. Je vais finir sur une note peut-être plus généraliste. Moi, je voudrais qu'on se rappelle à quel point on a de la chance d'être en France, à quel point on a de la chance d'être en 2022, de la chance d'avoir des soignants de cette qualité-là, et de la chance aussi d'avoir l'AFH qui nous permet de nous réunir et de partager tout ce savoir qui nous permet de grandir tous et d'apprendre.